Bonjour à tous, nous sommes Mathilde et Océane et dans le podcast La Bulle, nous explorons l'univers fascinant de la santé, de l'entrepreneuriat, du yoga, du sport, de la maîtrise respiratoire, de la science et de la philosophie. Ces trajectoires singulières nous ont conduites à croiser des figures incroyablement passionnantes. Chaque semaine, à travers ce podcast, nous souhaitons partager ces rencontres et mettre en lumière les voix qui nous ont influencés. Plongez avec nous dans ces conversations inspirantes. Allez, c'est parti pour ce 17e épisode et en plus, on teste pour la première fois nos nouveaux micros. Donc vous nous direz si vous voyez la diff. Dites-nous que vous la voyez, comme ça on est contente. En tout cas, on espère que ce sera un peu plus confortable pour vos oreilles. On se retrouve, on est toutes les deux encore aujourd'hui. Promis, au plus tard à la rentrée, on pourra récupérer un petit peu de discussions et d'interviews et des trucs très cool qui sont prévus, mais en attendant faut satisfaire uniquement de nous deux et on va parler aujourd'hui syndrome d'hyperventilation. On n'en a pas encore parlé depuis le début de ce podcast et pourtant ça fait partie de notre quotidien depuis maintenant plusieurs années. Et c'est un podcast qu'on pense qui peut être intéressant évidemment pour des soignants, kinésithérapeutes ou tout autre, quelle que soit la profession paramédicale ou médicale qui peut être amenée à rencontrer ce type de personnes, mais ça peut être aussi hyper intéressant pour n'importe qui peut se reconnaître dans les symptômes qu'on va aborder. C'est une maladie qui est quand même assez peu connue et peu diagnostiquée, et pourtant ça touche quand même. Est-ce qu'on t'as déjà des chiffres à peu près en tête mais c'est quand même. Les chiffres en termes de millions de personnes touchées, je sais plus exactement. Je sais que c'est estimé à 10%, 15% en moyenne haute, mais ça tourne autour de 10% de la population française qui serait concernée par un syndrome d'hyperventilation. Donc déjà ça c'est immense. Tu te dis dans la rue, tu croises 10 personnes, sur ces 10, t'en as un qui a un ressenti ou une perception désagréable en rapport avec sa respiration de façon chronique et sans forcément avoir d'atteinte pulmonaire. Ouais, donc forcément dans votre entourage, si c'est pas vous, soyez à l'écoute après cet épisode parce que vous allez peut-être aider des personnes parce qu'il y a c'est encore très flou, vous allez voir, on ne sait pas encore exactement le mécanisme de ce symptôme, mais par contre, on arrive quand même à vraiment bien aider les patients. Qui parfois ont des parcours assez compliqués, donc ça vaut le coup de mettre en place certaines choses, plutôt simples en plus. Ouais, c'est clair, c'est une rééducation qui est... vous allez voir, on va vous en parler, mais c'est une rééducation qui est à la fois très simple et extrêmement compliquée, parce qu'on a l'impression que réapprendre à quelqu'un à savoir bien respirer, ça peut paraître facile sur le papier, on se dit ça va, il n'y a pas besoin de thérapie médicamenteuse, donc comme si c'était pas de la chimie, ça allait être évident, et en vrai... ça reste une des pathologies, des syndromes avec lesquels nous, on a le plus lutté au départ avec Océane, parce que on n'est pas très préparé à prendre en charge un patient qui a un syndrome d'hyperventilation en sortant de l'école de kiné. C'est pas forcément des stratégies. Ce que nous, on utilise au quotidien, c'est pas des trucs qu'on avait utilisés ou qu'on nous avait appris à l'école. Donc il a fallu un peu essayer d'inventer de comprendre la physiopathologie et de du coup le rapprocher de d'autres formations qu'on avait fait pour se dire ok, comment est-ce qu'on peut aider ces gens-là. Mais donc passons au concret. Qu'est-ce que c'est qu'un syndrome d'hyperventilation et à quoi ça ressemble quelqu'un qui arrive dans un cabinet de kiné porteur d'un SHV? Et nous finalement on a commencé à vraiment les rencontrer ces patients-là. Je pense qu'évidemment depuis le temps qu'on fait de la respi, c'est sûr qu'on en a déjà eu plein et qu'on est passé, en tout cas personnellement, je me suis bien rendu compte après que je suis passée à côté de plein de patients atteints de syndrome d'hyperventilation et que j'avais pas compris. Et je pense aussi autre chose qui est hyper intéressante, c'est que c'est un syndrome qui peut aisément s'associer, on va en reparler aussi, mais qui peut aisément s'associer aussi à une autre pathologie respiratoire qui est plus concrète, on va dire objectivable. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a énormément de patients où en arrêtant de soigner les bronches et en se mettant plus sur le syndrome d'hyperventilation, on arrive à avancer dans la rééducation. Et ça c'est un truc que finalement on fait, en tout cas que je
commence à comprendre depuis même pas 2 ans, quoi. Parce que c'est vrai qu'à l'école de kiné ou dans les études initiales, on est quand même très branché physiopatho basé sur le poumon. Et donc on va beaucoup regarder l'organe pulmonaire, quand est-ce qu'il est malade, quand est-ce qu'il est encombré, quand est-ce qu'il est inflammé, les différentes techniques qui peuvent nous permettre de soulager un poumon malade. Sauf que dans un syndrome d'hyperventilation, c'est déjà une première information à bien garder en tête. Le poumon n'est pas particulièrement malade. Alors il peut l'être, comme disait Océane, le syndrome d'hyperventilation, il peut être surajouté à une pathologie déjà existante avec l'asthme par exemple, ou avec la BPCO, ou vous pouvez hyperventiler et avoir une dyskinésie ciliaire, ça peut se combiner à plein de choses. Mais il y a aussi des gens, et une grande majorité, qui n'ont rien au niveau pulmonaire, et qui pourtant sentent un inconfort respiratoire, et parfois il s'agit d'un syndrome d'hyperventilation. Donc pour le définir, l'hyperventilation c'est un syndrome qui concerne donc une vaste partie de la population, qui peut être à la fois des hommes, des femmes. Il y a une légère prédominance féminine, mais c'est pas majeur. Et tout type d'âge, ça peut arriver à quelqu'un qui est adolescent, ça peut arriver à quelqu'un qui a une trentaine d'années, comme ça peut arriver à une personne plus âgée. Ça peut arriver à des actifs, ça peut arriver à des sportifs, ça peut arriver à des gens sédentaires. Pour le coup, vraiment, le profil type de patient, c'est extrêmement varié. Et il s'agit d'une respiration inappropriée par rapport aux besoins de l'organisme. Donc ça veut dire qu'en fait, le corps va être un petit peu trop consommateur. C'est comme si la personne concernée allait devenir un peu gourmande en air et allait brasser beaucoup d'air. Donc c'est des gens qui vont beaucoup inspirer, beaucoup soupirer, éventuellement beaucoup bâiller, et avoir cette sensation tout le temps qui revient de dire je me sens bloquée à l'inspiration, j'aimerais remplir davantage mes poumons, mais j'ai l'impression que je suis bloquée. Donc ce blocage inspiratoire, ce souffle court qui s'accompagne parfois d'un essoufflement, parfois de douleurs au niveau de la cage thoracique, de sensations de pointe au niveau du thorax, parfois de petits fourmillements autour de la bouche, de fourmillements au bout des doigts, des problèmes de concentration, une grande fatigue. La sensation d'avoir le cœur qui bat vite, parfois des gens qui ont des troubles digestifs qui peuvent être ballonnés, qui vont avoir plus de crampes au niveau musculaire, qui vont... Nervosité, souvent associée. Ça c'est intéressant parce que tous ces symptômes-là, c'est vraiment ces symptômes qui... en fait on est reparti des symptômes, quoi, parce que finalement on n'arrive quand même pas encore bien à comprendre la physiologie exacte de ce qui se passe et comment ça se déclenche. En tout cas, ça n'a pas été encore complètement prouvé et élucidé. Mais en revanche, en partant de ces symptômes-là et de cet assemblage de ces symptômes-là, il y a des stratégies thérapeutiques qui ont pu être mises en place. Et donc on peut retrouver assez facilement, je pense, une liste de ces symptômes-là. Mais il y a du coup un questionnaire qui est parfois utilisé. Pour aider au diagnostic. Alors c'est pas, a priori ça devrait pas être suffisant, mais bon, il faut faire un examen clinique évidemment complet, mais c'est le questionnaire de Nijmegen. Ouais, ou Nijmegen, où il a été traduit en Nimeg, c'est comme ça qu'ils le disent à la française. On l'écrira dans le descriptif peut-être, parce que questionnaire de Nimeg. Et c'est vrai que ça peut aider à dire est-ce que je me reconnais dans tous ces symptômes-là, même si c'est parfois bien qu'ils soient expliqués, parce que c'est qui soit expliqué par un professionnel. Vous avez une liste de questions en vous disant est-ce que vous avez je sais pas, des fourmillements autour de la bouche, est-ce que vous vous estimez étant plutôt nerveux, est-ce que vous avez... il y a pas mal de symptômes comme ça, et puis vous pouvez coter à quel point vous vous retrouvez dans ces symptômes-là, et puis si vous avez un chiffre final qui est supérieur à 23, il me semble, on considère que vous avez des chances d'avoir un syndrome d'hyperventilation. C'est un test qui a l'air extrêmement basique comme ça, et je suis étonnée à chaque fois de me redire que finalement il n'est pas si mal validé, il a quand même une bonne spécificité, il tient la route. Bertrand Saleron, qui est formateur sur ce sujet-là aussi, réinsisté sur le fait qu'il a des problèmes de traduction. Il a plusieurs traductions qui sont possibles et qui sont disponibles. Vous trouvez 2 versions sur internet avec des traductions françaises un peu variées. Et puis aussi, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est censé être un diagnostic d'exclusion, le syndrome d'hyperventilation. Donc il ne suffit pas juste de remplir ce questionnaire et de se dire j'ai ça. Il faut aussi avoir vu au préalable un médecin
qui vous aura fait faire un examen fonctionnel respiratoire, donc qui vous aura fait souffler dans une machine pour mesurer vos volumes, mesurer vos débits, et puis voir si vous avez un problème au niveau vraiment de l'organe pulmonaire. Et si tout va bien au niveau de votre poumon, il y a de grandes chances qu'il vous envoie chez un cardiologue qui va vérifier que votre cœur se porte à merveille, au repos et à l'effort si c'est possible. Et une fois que vous avez exclu une pathologie cardiaque et une pathologie pulmonaire, là, si vous faites le test de NIMEG et qui vous paraît positif, c'est intéressant d'aller consulter un kinésithérapeute. Mais c'est ce que disait Océane, le questionnaire de NIMEG, il doit être accompagné d'un kiné. Il y a certains endroits où on se rend compte que parfois le questionnaire est juste donné à des patients. Et c'est pas fou quand ils le remplissent tout seuls, parce que, par exemple, quand c'est mis flou visuel, bah nous on a des patients où s'ils le remplissent tout seuls, ils se disent ah bah oui c'est vrai que j'ai une myopie, tu vois, par exemple, un truc qui a rien à voir, alors que le questionnaire sous-entend est-ce que quand j'ai un mal-être respiratoire, est-ce qu'au moment où je me sens mal, ma vision va être floue. Donc ça paraît tout bête, mais comme n'importe quel questionnaire, c'est pas parce que d'un coup on a un questionnaire validé et une note à la fin qu'il y a zéro subjectivité, que c'est forcément un truc d'un coup hyper rigoureux. Il faut bien accompagner son patient, si vous êtes thérapeute, au travers du questionnaire et pas juste leur donner une grille à remplir, parce que les phrases peuvent s'entendre de plusieurs façons différentes. Et bon, il y a évidemment plein de trucs assez intéressants avec ce symptôme, mais c'est vrai que bon, il y a cette errance thérapeutique, souvent avec le patient. Je suis désolée, mais j'ai perdu mes mots. Avec l'errance thérapeutique du patient qui a un syndrome d'hyperventilation. Ouais, c'est la base, quoi. Enfin, c'est la base. C'était pire avant avec Océane, quand on a commencé à travailler à la bulle, vraiment. On était étonnés de voir les parcours incroyables des gens qui avaient un syndrome d'hyperventilation, à qui on avait annoncé 15 pathologies avant de finir par trouver que c'était un syndrome d'hyperventilation. En fait, je pense que là, on tombe aussi un petit peu. C'est pour ça que peut-être il y a eu un peu des polémiques un peu à ce sujet, mais on tombe vraiment sur peut-être, on touche du doigt un des petits soucis de la médecine qui est maintenant un peu de la médecine traditionnelle. Quand je dis médecine, je cible pas les médecins, je parle de tout le soin des patients dont on fait partie. Et quand tu dis traditionnel, tu veux dire conventionnel? Et je veux dire conventionnel, dans le sens où c'est quand même très pratique quand il y a un symptôme d'avoir il faut qu'on ait une image, il faut qu'on ait un trouble sur une image, il faut qu'on ait un trouble sur un examen sanguin, il faut qu'il y ait quelque chose de paraclinique, de paraclinique, ouais. Il faut qu'il y ait un trouble objectivable. Il faut que ça se voit sur ta prise de sang, il faut que ça se voit sur ton imagerie, ou il faut que ça se voit à l'écho, et si on trouve rien, on a vite fait de se dire que c'est psychiatrique ou c'est dans ta tête, ou que c'est dans la tête. Et quand on dit c'est dans la tête aussi, il y a aussi tout ce truc-là de dire ah mais c'est bon, c'est pas parce que je suis fou, c'est pas de la dépression, c'est pas parce que c'est dans la tête. Il y a de toute façon énormément de choses qui sont dans la tête. Et pour le coup, là, il y a le syndrome d'hyperventilation, évidemment, c'est dans la tête, mais c'est pas parce que c'est dans la tête que ça veut dire que c'est pas physiologique. Enfin, on dirait que c'est juste des pensées et tout, que c'est pas physiologique. En fait, oui, en effet, c'est comme le stress. Il y a des vrais symptômes liés à ça, et pourtant, on pourrait dire que c'est dans la tête. Et ça aussi, quand des fois, les patients ils me disent « Ah, mais j'ai l'impression que c'est dans ma tête et tout. » Oui, mais ça veut pas dire que, du coup, dans la tête, ça veut pas dire que vous êtes fou, entre guillemets, ou dépressif, ou que c'est que de la psychologie, ou qu'il faut juste que vous vous calmiez parce que maintenant, ça suffit, on va se détendre, tout va bien. C'est un peu plus complexe que ça quand même. Et c'est vrai que le syndrome d'hyperventilation, il a souffert quand même pendant longtemps d'une espèce de petite étiquette qu'on lui a collée dessus en se disant c'est un truc de femme qui s'écoute, de la ménagère qui est un peu stressée, et puis bon écoute, il faut qu'elle respire 2 secondes dans un sac en plastique, et puis, et puis ça ira mieux ensuite. Mais ça y est, ça a été quand même pas mal déconstruit et débunké, entre autres depuis le Covid, parce qu'il y a eu des milliers et des milliers de patients qui se sont rendus chez les pneumologues pendant la période Covid, et où du coup, là pour le coup, les spécialistes se sont rendus compte que, ok, il fallait en faire quelque chose de ces patients-là, qu'il y avait des profils extrêmement variés et qu'on pouvait pas juste leur dire, écoutez, calmez-vous, ça ira mieux. Donc, ça soulève beaucoup de questions éthiques, en tout cas. Moi, j'ai trouvé que c'était passionnant de prendre en charge les patients qui ont prendre en soin, les patients qui ont un syndrome d'hyperventilation, parce que ça
D'une, il n'y avait pas d'autoroute toute tracée. T'as pas un arbre décisionnel qu'on te donne direct dans les mains en te disant « Ah, il a ça, bah faut faire ça ». Donc il y avait vraiment un côté recherche, expérience, essai, erreur, de se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Et oui, et un vrai côté réflexion de qu'est-ce que c'est le corps, qu'est-ce que c'est le mental, quelle interaction il y a entre les deux, et exactement ce que disait Océane de est-ce que c'est dans votre tête ou est-ce que c'est dans vos poumons? Parce qu'on est bien d'accord qu'à nouveau, le syndrome d'hyperventilation, c'est pas une pathologie d'organes, c'est une dysfonction ventilatoire, vraiment c'est comme si le corps avait perdu la commande de comment respirer de façon harmonieuse, économique, calme et adaptée à la situation. Et que, ok, à l'ordinateur de bord, le centre de contrôle était un peu en sur-régime, en train de tout le temps essayer de trop en faire sur le plan respiratoire, ce qui crée tout un tas de symptômes qui vont être liés par le fait que en fait, la personne qui hyperventile va engendrer ce qu'on appelle dans le domaine médical, mais encore une fois, peu importe de ces termes-là, ce qu'on appelle une hypocapnie. Donc hypo, ça veut dire pas assez, et capnie, ça vient de kapnos en grec, la fumée. Donc ça ne veut pas dire que vous n'avez pas assez fumé, évidemment. Ça veut dire que vous n'avez pas assez de fumée à l'intérieur de vous, donc pas assez de dioxyde de carbone. Et en fait, c'est aussi une idée où rien que si on vous fait passer cette idée-là dans le podcast, on est trop contente. Le dioxyde de carbone n'est pas un gaz déchet uniquement dans la tête des gens. Ils ont l'impression que l'oxygène, c'est cool, et que le dioxyde de carbone, c'est un gaz déchet dont il faudrait avoir consommer le moins possible. Et en fait, c'est déjà une des premières choses à expliquer aux gens qui ont une dysfonction ventilatoire. C'est que oui, l'oxygène c'est important, mais en fait, il y a aussi une homéostasie, donc un certain degré de dioxyde de carbone à avoir dans notre corps. Et si on respire trop, de façon trop gourmande, trop dynamique, trop puissante, et ben en fait, on va enlever trop de dioxyde de carbone de notre organisme. On va être hypocapnique. Et ça va avoir tout un tas d'effets physiologiques et mesurables. C'est pour ça que quand OC dit c'est pas dans la tête, bah non, l'hypocapnie c'est pas dans la tête, c'est mesurable au niveau sanguin, mais c'est mesurable aussi parce que si vous êtes en hypocapnie, vous avez tout un tas de répercussions sur votre organisme. Vous allez avoir une vasoconstriction, vos vaisseaux vont se contracter, vous allez avoir moins de sang qui va être apporté au niveau de votre encéphale, et ça c'est objectivable aussi, vous pouvez voir à l'imagerie que le cerveau est moins vascularisé. Vous allez avoir une tachycardie, le cœur va battre beaucoup plus vite, vous allez avoir la pupille qui va se dilater, vous allez avoir les surrénales qui vont s'activer, vous allez avoir un taux d'adrénaline qui va augmenter, même un taux de cortisol qui va sur le long terme pouvoir être modifié. Au niveau des bronches aussi, vous allez avoir un impact, c'est pour ça que c'est lié à l'asthme, parce que ça va favoriser le fait de brasser beaucoup d'air, la bronchoconstriction et le fait que ça va augmenter les résistances à l'écoulement de l'air finalement au niveau des bronches. Et puis tout un tas d'effets au niveau vagal. Vous allez avoir aussi une hyperexcitabilité neuronale. Enfin, il y a plein de choses qui vont se mettre en jeu. Et c'est aussi ça qui fait que ça nous a passionnés avec Océane, de se rendre compte que, ok, la respiration, on le savait, mais on le sait mieux désormais, ne concerne vraiment pas que le poumon. Et si vous respirez d'une façon inadaptée, vous déséquilibrez l'organisme dans son ensemble et vous pouvez épuiser l'organisme dans son ensemble. Alors certes, il n'y a rien de grave, vous n'allez pas mourir d'un syndrome d'hyperventilation, mais par contre, votre qualité de vie va être lourdement impactée par cette dysfonction respiratoire. Et pour le moment, les études tendent à montrer qu'il n'y a pas d'amélioration spontanée. Si vous avez un syndrome d'hyperventilation, si vous n'êtes pas pris en charge, pas rééduqué, pas accompagné pour ça, a priori, ça ne va pas, par magie, un matin, après une bonne nuit de sommeil, s'être régulé. En revanche, la kinésithérapie respiratoire a montré des vrais résultats et continue à le montrer. Donc pour le moment, c'est le seul traitement qui est recommandé en cas de syndrome d'hyperventilation. Il n'y a pas de thérapeutique médicamenteuse, il n'y a rien à vous prescrire de particulier. Les bêta-bloquants avaient été essayés pendant un moment, mais ça n'avait pas montré de résultats. Donc c'est vraiment un kiné-respi qui devrait pouvoir vous aider. Ils ont testé des médicaments. Alors bon, il y a beaucoup aussi de patients qui ont été... le diagnostic différentiel de l'hyperventilation étant l'asthme, même quand l'asthme n'était pas objectivé, il y avait quand même beaucoup de patients qui étaient quand même sous traitement comme un asthmatique. Pas d'efficacité sur les symptômes. Il y a eu aussi les tests sur les antidépresseurs. Donc quelque chose qui a été prescrit anxiolytique. Pareil, pas d'efficacité. Pas d'amélioration. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient sous bronchodilatateurs
sans avoir de test de réversibilité, ils étaient mis sous ventoline. Et on a même eu des gens qui étaient mis sous oxygène, hein, qui sont arrivés avec un syndrome d'hyperventilation, avec un appareillage d'oxygénothérapie à la maison, alors qu'ils n'avaient pas de désaturation, mais puisqu'ils étaient essoufflés, dyspnéiques, en difficulté avec leur respiration, et que les médecins qu'ils avaient vus s'étaient dit il faut bien faire quelque chose pour eux, ça a l'air de les aider, ils leur avaient prescrit de l'oxygène, donc vraiment on a eu tout un tas effectivement d'errances. À savoir que les bêta-2 mimétiques ou les bronchodilatateurs prescrits, en plus, avaient tendance à encore plus... donner une tachycardie. Déclencher encore plus les symptômes, en stimulant avec la tachycardie, etc. Et bon, en tout cas, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes aussi dans ce syndrome d'hyperventilation. Moi, ça m'a fait prendre conscience que j'avais l'impression que je me disais la respiration c'est magique, c'est la porte d'entrée de ce double contrôle automatique et volontaire, notre seule fonction vitale qui fonctionne comme ça, que je peux contrôler ma respiration, mais heureusement toute la journée j'ai pas besoin d'y penser. On peut rentrer justement dans tout ce qui est incontrôlable et du coup on va pouvoir apaiser. Donc je le voyais vraiment dans un truc de soins et on va venir détendre, on va venir apaiser, on va venir enlever certains mots, abaisser la fréquence cardiaque, etc. Et du coup, je l'avais pas forcément perçu qu'à l'inverse, le fait d'avoir un déséquilibre permanent de la respiration, du coup, ça foutait le bordel dans tout le reste, quoi, dans tout ce qui était... et ça, ce syndrome d'hyperventilation... en tout cas, dans ma pratique de kinésithérapeute respiratoire, m'a appris beaucoup justement sur cette gestion toujours volontaire autonome, et mes prises en charge, même chez des patients pas du tout atteints d'hyperventilation, ont changé avec cette vision-là aussi, en me disant ça j'y pensais pas assez avant. Et évidemment qu'un patient, même s'il n'a pas de syndrome d'hyperventilation, s'il respire tout le temps de manière complètement anarchique parce que sa bronche est serrée, qu'il a du mucus ou quoi, forcément ça va créer des troubles à côté, quoi. Ouais. Et ça c'était vraiment ça c'était vraiment assez grandissant, je trouve, pour la prise en charge, la prise en soin de beaucoup d'autres patients, quoi. Et initialement, du coup, avant la période Covid, ce qu'on avait déploré un peu toutes les deux, c'est que et à nouveau, c'est pas du tout pour tirer, enfin vous avez compris quoi, c'est pas pour tirer à boulet rouge sur la médecine ou sur la kinésithérapie dans son ensemble. Nous, les premières, on a galéré et on galère encore très souvent, avec encore une fois une prise en charge sur laquelle on n'a pas été formé. Et quand on a des étudiants qui viennent au cabinet et qu'on leur demande est-ce que vous avez eu des cours sur le syndrome d'hyperventilation de différentes écoles de France, c'est excessivement rare qu'on nous réponde oui, je vois ce que c'est, j'en ai entendu parler. De la même façon, pour nos potes ou nos conjoints, ou peu importe notre entourage médecin, n'a pas eu de cours dans le cursus classique sur le syndrome d'hyperventilation. Donc nous, on n'en veut à personne, évidemment, de ne pas connaître. Et ça vient quand même de plus en plus. J'ai l'impression que c'est tellement une pathologie qui met en échec les soignants. De toute façon, on se retrouve tellement confronté à des gens en souffrance, sans savoir quoi leur dire, sans savoir quoi leur proposer, que c'est pas une information qui est très dure à faire passer quand on commence à en parler ou à solliciter des médecins généralistes, des infectios, des pneumologues en leur expliquant ce que la HAS en dit, ce que les pneumologues qui font de la recherche sur ce sujet avancent. On a finalement tout de suite des cohortes de patients qui se constituent parce que c'est extrêmement fréquent et que c'est quand même très problématique pour les soignants d'être mis face à ce syndrome. Et il y a aussi une vraie économie de santé à faire parce qu'au début, on a reçu des patients on leur avait tout dit, quoi. On leur avait dit, ok, si vous avez ça et que c'est pas pneumo, c'est pas cardio, peut-être vous avez une maladie neurodégénérative. Peut-être que du coup, on va vous faire des scans, des IRM, des tests au niveau neuro et cognitif. Ah, mais peut-être qu'en fait, vous avez une maladie rhumato. Alors, on va vous faire des biopsies musculaires. Des prises de sang, en veux-tu, en voilà. Ah, mais peut-être que vous avez une maladie de Lyme. Ah, mais peut-être que vous avez Epstein-Barr, qui est le virus de la... je sais plus ce que c'est, là. J'ai oublié le nom. Bref, Epstein-Barr, quoi, qui se réactive dans votre organisme. Et puis, tout ça avec... ne peut que faire augmenter le syndrome... le stress et le syndrome aussi d'hyperventilation. Oui, du coup, les patients s'attendaient tout le temps à un diagnostic horrible. Et puis, une fois qu'ils avaient terminé d'épuiser la médecine conventionnelle, ils étaient allés voir 12... thérapeutes de médecine parallèle ou qui leur disaient ah oui vous avez le bassin décalé, vous avez une jambe plus petite que l'autre, c'était un sketch quoi, parce que du coup le patient arrive chez toi après 2 ans de parcours médical,
il a l'impression d'être fou, parce que personne ne trouve ce qu'il a, mais qu'il souffre, et en même temps, il a l'impression que le monde autour de lui, le monde médical, est fou, parce qu'il se sent complètement incompris, donc il n'a pas non plus confiance dans ce que tu peux lui en dire. Et il se sent comme un puzzle complètement fragmenté en se disant cette médecine d'organes m'a traité les poumons d'un côté, le foie de l'autre, le rein, la rate, la vessie, tout est éclaté comme si c'était un petit puzzle, quoi. Donc ça va beaucoup mieux depuis la période Covid localement. Je trouve que les diagnostics vont beaucoup plus vite. L'hôpital de Cannes, de Monaco, de Nice, ils sont assez réactifs sur ça, et les spécialistes, les pneumologues aussi. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'informations à faire auprès des médecins généralistes. Mais on se rend compte en tout cas que ça vient et que c'est dépisté beaucoup plus rapidement qu'avant. Les patients errent beaucoup moins. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que c'est pris en charge par un kinésithérapeute, alors selon la HAS, un kinésithérapeute spécialisé dans le syndrome d'hyperventilation, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout et rien, hein. Mais puisque les spécialités et les spécificités, je vous rappelle, sont très peu reconnues en kinésithérapie, mais par un kiné formé dans tous les cas, là les premières données qu'on a et les milliers de patients qu'on a eu au cabinet tendent à nous montrer qu'en une dizaine de séances, en moyenne, c'est géré, c'est de l'histoire ancienne, c'est pas un syndrome qui est censé prendre des siècles à rééduquer. Il faut avant tout que les patients aient compris, mais... Et ce qu'il y a avec, si on reprend un peu éventuellement peut-être les facteurs déclenchants, qu'est-ce qui peut faire que demain on a un syndrome d'hyperventilation? Ça fait partie des choses on ne sait pas encore. On a l'impression quand même qu'il y a un facteur stress chronique ou souvent gros événement déclenchant. Mais il n'y a encore rien qui a été objectivé là-dessus. On ne sait pas exactement comment on attrape, avec des guillemets, le syndrome d'hyperventilation. Qu'est-ce qui se passe pour que... Mais ça reste quand même très souvent, encore une fois, par tous les patients qu'on a eu, ça commence à faire beaucoup. C'est très rare qu'il y ait des gens qui ça leur tombe dessus alors qu'ils n'ont pas eu un élément déclenchant assez grave dans leur vie ou un stress de longue durée. Oui, mais ça aussi, il y aurait tellement de trucs à faire. Il faudrait qu'on vous fasse un épisode de 5 heures encore sur ce sujet, mais c'est très border, je trouve, ces liens de causalité qu'on est tenté de faire parfois, ou des liens de corrélation entre un événement marquant et le déclenchement du syndrome d'hyperventilation. Il y a aussi des fois où tu te dis, si tu prends n'importe qui, tu lui demandes le récit de ces 6 derniers mois, franchement, la plupart des gens, il leur est arrivé une merde ou un événement qui aurait pu être responsable de telle ou telle pathologie. Donc moi, je me méfie de tirer trop de corrélations aussi en me disant, ok, je vais faire de la psychologie de comptoir, c'est parce que vous avez été harcelé au travail, ou, bon, ça encore, c'est vraiment... Souvent, c'est ça, mais... ou parce que vous avez déménagé, ou bon. Mais l'avantage, c'est que finalement, nous, on n'a pas à rentrer là-dedans, on n'a pas à rentrer dans l'intimité des patients, on n'a pas à leur dire... écoutez, c'est probablement ça qui a causé votre symptôme. Ce qu'on explique, c'est que effectivement, les recherches tendent à nous pousser à penser qu'il y a un gros lien quand même entre le système neurologique, ça c'est une évidence, hein, entre le système neurologique et la respiration, qu'il y a un gros lien entre la vigilance et la respiration, qu'à partir du moment où tu es très stressé, très vigilant, que tu dois être très réactif, tu vas avoir tendance à respirer plus vite. Ça c'est basique. Mais que si tu respires plus vite, tu vas aussi avoir tendance à activer ton système de la vigilance, qui va faire que, ce qu'on vous disait tout à l'heure, tu as de l'adrénaline, tes muscles vont être un peu plus prêts à agir, ton système digestif va être un peu paralysé parce que c'est pas le moment pour toi d'avoir envie d'aller aux toilettes quand ton système nerveux qui gère soit le combat, soit la fuite se met en action. Donc on leur sous-entend qu'en général, il y a eu une période de vie ou une succession d'événements qui a dû leur faire se dire qu'ils devaient être vigilants, qu'ils ne devaient pas complètement pouvoir se laisser aller, se reposer, faire confiance à leur corps, à leur organisme, mais il y a un moment où il y a cette phase de survigilance qui va arriver, qui va avoir tendance à du coup déréguler leur système de contrôle respiratoire, qui fait que normalement vous avez une boucle d'autorégulation. Comme disait Océane tout à l'heure, vous êtes censé inspirer, expirer, sans avoir à y penser. Si tout va bien, vous le faites une douzaine de fois par minute, vous respirez à peu près la moitié d'un litre.
d'air et tout va bien, vous vous régulez de façon autonome puisque vous avez dans votre corps des petits capteurs qui vont mesurer votre quantité de dioxyde de carbone, aller informer votre cerveau et lui dire bah là t'en as trop donc respire un peu plus, là t'en as pas assez donc respire un peu moins. Donc normalement vous avez une machinerie remarquable qui fait que toute la journée et la nuit, vous avez des capteurs qui envoient l'information du dioxyde de carbone au cerveau, le cerveau qui dirige votre respiration, qui active votre diaphragme pour pouvoir gérer votre ventilation. Et occasionnellement, quand vous avez décidé de prendre le contrôle sur votre respiration, pour parler et pour faire un podcast par exemple, ou pour plonger, ou pour chanter, ou pour faire une apnée, vous arrivez à prendre le contrôle sur ce système nerveux autonome, lui dire « stop, c'est moi qui décide », là vous faites ce que vous voulez de votre respiration, vous êtes capable de la gérer. Alors que vous ne savez pas faire ça avec votre système digestif, si je vous dis là tout de suite d'arrêter les muscles de la paroi de votre intestin, il y a des chances que vous trouviez que ce soit un peu difficile, ou si je vous dis de ralentir votre rythme cardiaque, vous allez peut-être lever un sourcil, mais la respiration, comme le disait Océ, effectivement c'est votre porte d'entrée dans l'incontrôlable, dans votre système nerveux autonome, puisque vous avez cette capacité à diriger grâce au système nerveux volontaire. Donc nous, notre hypothèse, et j'ai l'impression que tout ce qu'on lit, parce qu'on a beaucoup lu sur le sujet, on a enseigné sur le sujet, on forme sur le sujet, on a encadré des mémoires, on a fait des revues de littérature sur ça, et même si c'est pas encore des certitudes et qu'il y a toujours des points d'interrogation, il semble qu'il y ait cette tendance à l'hypervigilance, comme si tout le temps le système nerveux central, le système nerveux volontaire était alerte et prenait le contrôle, et un contrôle qui est non informé, parce qu'il n'a pas accès, il n'a pas accès au capteur du CO2, lui. Un contrôle qui rend la respiration trop importante et un peu anarchique, puisque ça aussi, il faut le rappeler, si vous respirez mal et que vous respirez trop, votre dioxyde de carbone va descendre, et ça, votre corps ne peut pas l'analyser d'une façon spécifique. Jamais votre corps va vous dire « Oh tu manques de dioxyde de carbone, il faudrait arrêter de respirer ». Votre corps va se dire « Ouh, il y a un problème avec la respiration, je sens que c'est pas confortable », et il va vous demander du coup encore plus de respirer. Donc vous allez rentrer dans cette boucle un peu de « je respire trop », et ça me donne encore plus envie de respirer, et du coup je m'essouffle, et du coup je respire par la bouche, et je respire vite, et je respire fort, et j'arrive pas à me calmer. Et encore une fois, c'est pas toujours des crises. La plupart de nos patients ne font pas de crise, n'ont pas de malaise, n'ont pas besoin de respirer dans un sac, se sentent pas mal de façon aiguë. Il y a beaucoup de patients chez qui c'est juste chronique toute la journée ou une partie de la journée, dans des moments où ils ne sont pas stressés, où ils vont être tranquilles, ou alors ils vont être en train de faire leur sport, ou ils vont avoir cette sensation de j'ai soif d'air et j'arrive pas à apaiser cette soif, j'arrive pas à désaltérer mes poumons et à arriver à une sensation de satiété. Et du coup, il y a une espèce de course à l'air comme ça, permanente, qui est épuisante et qui est extrêmement inconfortable. Et du coup, ça se solutionne par un apprentissage ventilatoire. Donc il va falloir être extrêmement précis sur la façon dont votre ventre se comporte, vos côtes se comportent, comment vous respirez par le nez, comment vous respirez par une narine, comment la mécanique de vos épaules joue quand vous respirez, comment votre dos se comporte, comment vous gérez votre effort, comment vous appréhendez votre corps dans l'ensemble et sa physiologie. Et c'est à nouveau ça qui est passionnant, c'est qu'il y a plein de trucs à aller bosser. Il y a des fois ça vient de la gestion de vos cordes vocales, il y a des fois ça vient de la posture de votre langue, il y a des fois ça vient de vos habitudes de sommeil, et il y a des fois ça vient de votre environnement social, parce qu'évidemment, nous on va soigner le syndrome d'hyperventilation en ayant une prise en charge très spécifique sur la respi, mais si vous continuez à être dans un environnement délétère pour vous, avec des événements qui continuent à solliciter votre système nerveux de la vigilance, donc typiquement si vous êtes encore régulièrement agressé sur votre lieu de travail, ou que vous êtes soumis encore à un stress, ça va avoir un impact vraiment sur votre physiologie qui va être mesurable et qui va finir par vous développer un syndrome chronique. Et finalement, ces symptômes dont souffrent les patients atteints d'hyperventilation, on peut tous en fait les ressentir à un moment donné, justement quand on a un pic de stress ou quand on a d'un coup une stress-peur, on peut avoir cette sensation justement d'avoir envie d'inspirer, d'avoir le fourmi dans les mains, d'avoir le cœur d'un coup qui taquicarde, donc vraiment, et vu que la situation finalement s'apaise et qu'on n'a pas forcément besoin de se battre ou de courir, dans ces cas-là, hop, le cerveau dit non mais bon c'est ok, on recontrôle et on repasse à zéro. Et en fait ce qui est terrible avec les patients atteints d'hyperventilation, c'est qu'eux ils sont tout le temps à des degrés différents soumis à ces symptômes-là, quoi, sans vraiment d'arrêt, quoi.
Et c'est ça qui fait que, oui, ça doit être épuisant. Et puis, en plus, ça doit voilà, il y a vraiment cette notion de... Ça s'entretient, quoi. En plus, au moins on respire bien, quoi. Donc nous, on a appris beaucoup pour soigner ce syndrome d'hyperventilation via nos formations de professeurs de yoga. Parce que c'est aussi ça qui nous a initiés au pranayama, donc à la rétention et au fait d'être minimaliste dans la gestion de son air. Donc on a beaucoup appris avec les techniques de prana et c'est ce qui nous a donné la plupart de nos clés. Et aussi bien sûr le fait qu'on ait travaillé avec la Bonnerie, qu'on se soit découvert une passion pour l'apnée. Parce que en fait on s'est rendu compte que la plupart des stratégies qu'on développait pour prendre en charge le syndrome d'hyperventilation, c'était les stratégies d'un apnéiste qui veut s'apaiser, qui veut respirer moins, qui veut avoir une cage thoracique très souple, qui veut avoir une capacité musculaire compétente pour pouvoir s'arracher du fond de la mer là, et remonter contre une masse d'eau alors qu'il ne respire pas. Donc tout ça, en fait, ça faisait énormément de sens et ça nous a permis aussi de se dire, d'accord, et les apnéistes qui pratiquent du yoga, etc. Donc ça nous a permis de trouver un ensemble qui était cohérent et de pas juste, entre guillemets, s'arrêter à des techniques de drainage qui n'étaient pas pertinentes, de la spirométrie incitative qui n'avait rien à faire dans un syndrome d'hyperventilation, ou de la simple, avec toutes les guillemets possibles, réhabilitation, au sens où si vous avez un syndrome d'hyperventilation, c'est pas juste vous mettre sur un vélo et vous dire allez-y pédaler qui va faire que vous allez aller mieux. Si vous gérez pas votre effort, si vous ne savez pas gérer non plus votre respiration à l'effort, que vous n'êtes pas accompagné pour le faire, que vous n'êtes pas suffisamment minimaliste pendant votre effort, de la même façon, vous allez pouvoir déclencher des symptômes pendant votre activité sportive, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle des malaises post-effort, donc ça c'est des choses qu'on retrouve plus maintenant au cabinet, mais c'était des premiers échecs qu'on avait eus, puisqu'on passait avec les clés qu'on avait habituellement en se disant qu'est-ce qui se passe, est-ce que le sport en lui-même peut être une thérapeutique? Non, c'est vraiment un apprentissage respiratoire très précis. Et c'est pas facile, donc quand on a parlé un peu de ça dans les premiers congrès ou quoi, on était assez surprise avec Océane de voir que l'approche de certains médecins pouvait être très psychologisante du travail qu'on faisait. C'est-à-dire que nous, on a développé vraiment un certain nombre de... Enfin, développé. On a appris, on n'a rien inventé, hein, mais des techniques qu'on a organisées, qu'on a réfléchies d'un point de vue vraiment très physio, en se disant qu'est-ce qui stimule le système nerveux sympathique, qu'est-ce qui stimule le parasympathique, qu'est-ce que c'est qu'un tonus vagal, qu'est-ce que c'est que... des abdos qui vont être capables ou pas de générer une expiration prolongée et est-ce que c'est possible d'avoir une hypertonie, bref, il y a plein de choses qui se sont posées qui sont vraiment de la mécanique et de la technique et quand on essayait de l'expliquer on avait fort à faire aux préjugés sur le syndrome d'hyperventilation, c'est-à-dire des gens qui nous disaient ah c'est bien, vous les écoutez, vous leur prenez la main, du coup ils vont mieux. Mais c'est pas du tout une affaire de ça. Ouais, la parlothérapie, c'est très bien. Hein, voilà, raison, super. Il faut leur parler. Et vraiment ça, et j'insiste sur le sujet, moi je trouve ça hyper difficile de rééduquer un syndrome d'hyperventilation. On n'a toujours pas un taux de réussite à 100%. Honnêtement, c'est de mieux en mieux, mais c'est toujours pas dans tous les cas. Ça nous demande de faire des liens entre la psyché, le corps, la mécanique respiratoire, le système nerveux, le système hormonal, c'est pas juste une affaire de viens, on se tient la main, on t'écoute et puis tout va bien, quoi. Ça nécessite vraiment des gens qui vont vous parler mécanique respiratoire précisément. Donc si vous n'avez pas de kiné respi proche de chez vous, rendez-vous dans un club d'apnée ou essayez de pratiquer. Et encore, j'allais vous dire yoga et plutôt non, parce que ce qu'on vous a dit initialement là avec l'hyperventilation, il y a beaucoup de profs de yoga qui utilisent les hyperventilations volontaires pour déclencher des effets de transe. Ça fait des millénaires hein, presque hein, que c'est utilisé, où on vous met dans une salle et on vous fait faire ce qu'ils appellent parfois du breathwork, où vous allez inspirer, expirer soit par la bouche, soit par le nez, mais assez rapidement, justement pour générer une hypocapnie, justement pour générer un état second et vous dire ensuite que du coup c'était un état de transe, que vous avez vécu vos émotions profondes, que vous vous êtes connecté à votre moi, machin. Donc à nouveau, toujours cette position avec Océane qu'on a d'être un peu toujours le cul entre deux chaises, c'est-à-dire jamais vraiment satisfait de ce que la médecine actuelle propose et en même temps jamais vraiment non plus satisfaite des dérives qui peuvent être faites à côté, parce que c'est franchement assez dangereux de déclencher des hyperventilations à tout va, encore plus dangereux d'en faire des liens psychanalytiques
aléatoire et de se dire ah bah super, j'ai vécu une expérience de transe parce que j'ai pleuré parce qu'on m'a fait hyperventiler pendant 1 heure quoi. Donc attention à l'hyperventilation et à ne pas pratiquer seul évidemment vos sessions d'apnée en milieu aquatique ou en session. Et ce dont on s'est rendu compte aussi assez rapidement, c'est l'importance, voire la clé, une des clés du traitement, mais vraiment si on passait à côté, ça marchait pas. C'est ce qu'on peut appeler éducation thérapeutique, mais c'est en gros tout simplement d'expliquer aux patients bien plus précisément que ce qu'on a fait là en quelques temps dans le podcast, mais d'expliquer précisément ce qui se passe, leur faire des schémas et leur dire que voilà, ces sensations que vous ressentez, c'est pas une coronaire bouchée, le début d'un infarctus, c'est le message que votre corps envoie parce qu'il manque du CO2, de la même façon peut-être qu'on peut imaginer quand vous avez froid, vous tremblez, ou quand vous avez faim, vous avez des sensations, et que c'est des sensations, enfin déjà de calmer un petit peu, parce que c'est vrai que les sensations des fois sont aussi anxiogènes, donc déjà de calmer là-dessus, de leur dire, et puis de leur dire quoi, leur dire ce fameux, c'est dans la tête, mais c'est pas dans la tête, mais c'est dans la tête. L'éducation thérapeutique, on le fait en groupe, donc c'est aussi hyper rassurant pour des patients qui se sentent souvent isolés ou pas légitimés d'entendre d'autres personnes avec des profils variés dire qu'ils ont vécu exactement la même chose. Donc il y a des gens, c'était des sorties de réanimation, ils faisaient un syndrome d'hyperventilation suite à la réa en mode choc post-traumatique. Il y en a d'autres, c'était suite à un épisode de noyade dans l'enfance. Et encore une fois, c'est pas forcément un stress comme on l'entend. Ça veut pas dire je suis stressée, je me sens pas bien. Vous pouvez très bien avoir un syndrome d'hyperventilation sans vous sentir activement stressé. C'est pas votre tête qui décide de ça, c'est votre système nerveux qui va avoir été sensibilisé et qui va peiner à se mettre au repos. Donc avec Océane, là en ce moment, on a très hâte de pouvoir objectiver un peu tout ça et continuer. Donc là, on a participé à une multicentrique qu'on a faite entre autres avec Bertrand Selleron pour le groupe de kinésithérapie respiratoire, où on a inclus des patients pour pouvoir montrer qu'en une dizaine de séances, les troubles étaient résolus avec un protocole qu'on a standardisé, qui incluait l'éducation thérapeutique dont parlait Océane. Et donc, on a pu bien montrer que, oui, les patients des 2 centres, après, c'est 2 centres avec des thérapeutes spécialisés dans la rééducation respiratoire. Et Bertrand Selleron, pareil, a aussi énormément d'expertise sur les arts martiaux japonais. Enfin, il y a d'autres, je pense qu'il intègre aussi dans sa compréhension du souffle et du schéma corporel et de autre chose que peut-être la kinésithérapie telle qu'on nous l'a appris, même si c'est pas avec le mot yoga ou quoi. Je pense qu'on se retrouve sur beaucoup de choses, ce qui nous aide peut-être à approcher ce syndrome. Mais donc voilà, on a montré avec cette étude-là qu'en une dizaine de séances, les patients n'avaient plus de symptômes, et que 3 mois plus tard, après avoir arrêté la rééducation, si on les rebilantait, les symptômes n'étaient pas revenus. Donc bien sûr, il n'y avait pas de groupe contrôle, on a vraiment observé ce qu'on faisait, mais on n'a pas fait un groupe de patients qui seraient arrivés au cabinet et qu'on aurait choisi délibérément de ne pas soigner, en disant vous, on vous soigne pas et on regarde comment ça évolue. Donc on peut pas vous dire là, noir sur blanc, c'est la rééducation respiratoire qui marche. Alors nous, on en est convaincus parce qu'on a compté écossais, ça fait un peu plus de 3000 patients qu'on a soigné pour syndrome d'hyperventilation, donc on voit bien les résultats, mais ça c'est que vous allez me dire, c'est que de l'expérience. Oui, c'est que de l'expérience. Donc c'est pas suffisant pour vous le prouver, et cette étude-là non plus, puisqu'il n'y a pas de groupe contrôle. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, normalement, selon la HS, c'est pas de toute façon une pathologie qui s'améliore de façon spontanée. Donc on peut quand même se dire que ça pose question, que des gens arrivent chez des kinés, qu'en une dizaine de séances, ils n'aient plus de symptômes et que ça se stabilise 3 mois après, alors que normalement, ils ont une pathologie qui n'a pas d'amélioration spontanée. Donc on va refaire cette étude, la faire à plus grande ampleur, et je pense avec un groupe contrôle, et on va rediscuter de ça avec le groupe de kiné respiratoire. Et ce qui nous intéresse beaucoup aussi écossais, c'est un nouvel appareil qui s'appelle Oxa Life, qu'on va tester au cabinet, et qui est une petite ceinture qu'on met un peu comme un polar autour du thorax, au niveau de l'appendice xiphoïde, et qui va en même temps mesurer notre amplitude respiratoire, notre rythme respiratoire, nos volumes,
et en même temps le lier à notre variabilité cardiaque, parce que pareil, dans le domaine des coachs respiratoires, il y a quand même beaucoup de gens qui vous parlent système nerveux sympathique, parasympathique, et c'est un peu, je pense que vous pouvez entendre quand il y a le mot neurosciences maintenant qui est avancé. Vous savez, il y a des mots, à force d'être à la mode, ils sont problématiques, ils sont suspects. Maintenant, quand quelqu'un vous dit ça vient des neurosciences, franchement, limite, c'est un critère d'alerte. Tu te dis c'est quoi le bullshit, ou la même chose que quand ça va être quantique, ou la même chose que le mot bienveillance. Tu sais, quand on va te dire oui, l'approche est bienveillante, maintenant, en général, ça pose question. Tu te dis c'est quoi ce truc, c'est trop à la mode. Donc pareil pour le système nerveux sympathique, parasympathique, je trouve que c'est des choses qui sont invoquées un peu tout le temps. Et est-ce que vraiment c'est géré sur le fond? Plus tu te renseignes sur la neurophysiologie de la respiration, et plus tu te rends compte qu'en fait il y a encore 1 milliard de points d'interrogation. Donc nous, si on pouvait juste déjà lier la variabilité cardiaque, qui est le reflet du système nerveux sympathique parasympathique et de son équilibre, aux exercices respiratoires, on serait déjà bien contente. Donc on commence à faire des exercices pour le moment que sur nous, où on se teste, on met la ceinture et on voit un petit peu quel type d'exercice nous réussit, qu'est-ce qui augmente notre variabilité ou quoi. Donc c'est un tout nouvel appareil, donc on a hâte de pouvoir vous dire ce que ça donne, parce que pour le moment on n'a pas encore d'avis fait, mais j'aimerais vraiment bien que dans ce syndrome si passionnant, si complexe, on ait un petit facteur objectif, parce qu'on n'en a pas parlé, mais évidemment mesurer la capnie, c'est pas la solution à tous nos problèmes, hein. On a travaillé pendant longtemps avec un capnographe qu'on a rendu, parce que c'est pas... il semble pas que ce soit le CO2 qui explique et qui soit fiable sur l'amélioration des symptômes ou pas. De toute façon, même le prélèvement des gaz du sang, ils se sont rendus compte que c'était fiable qu'à 50%. En fait, c'est beaucoup trop... Ça varie beaucoup trop vite, la capnie, pour pouvoir vraiment prendre le CO2 d'un patient et se dire là, lui, il est malade, lui, il est pas malade. C'est beaucoup trop fluctuant au cours de la journée. Donc voilà, ça c'est nos perspectives de recherche encore sur ce sujet-là. En attendant, on continue à soigner des gens avec notre petit programme de 10 séances. Yep. Et en gros, pour résumer, le syndrome d'hyperventilation, mine de rien, nous c'est un peu ce qu'on leur dit, c'est presque une bonne nouvelle quand on a ce genre de patient-là, parce que finalement c'est quand même beaucoup plus facile dans le sens on peut y arriver vraiment de les soigner que si malheureusement ils avaient une lésion pulmonaire, où là on n'a pas toutes les clés en main. Donc peut-être que vous êtes reconnu dans certains symptômes, peut-être que vous avez reconnu des proches à vous. Donc c'est une dysfonction respiratoire, orientez-vous vers un kiné qui a de l'expérience sur le sujet ou qui s'est formé sur le sujet. Nous, on fait sur le site La Bulle Formation une liste des kinés qu'on a formés pour que vous puissiez trouver en France. Donc il y a une petite map où vous pouvez trouver les kinés qui sont renseignés, en tout cas auprès de nous. Après, il y a d'autres formations, bien sûr, sur ce syndrome. En tout cas, à Nice, Mathilde et Marie forment plusieurs fois par an. C'est une formation sur 2 jours. Ce qui est plutôt bien, c'est que c'est accessible évidemment à... c'est une formation sur une journée. Sur une journée, pardon. Ça y est, j'en fais déjà 2, moi. On s'est dit ça, en plus. Je me suis dit, le lendemain, on devrait les emmener faire de l'apnée. Encore. Non, mais voilà, c'est ça. C'est ça qui est super, c'est que c'est hyper complet. C'est une journée, enfin vraiment, pour l'avoir faite, ça éclaire beaucoup. Et ce qui est top, c'est que du coup, c'est accessible aussi bien aux sportifs de haut niveau, aux coachs sportifs, aux soignants. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et vous avez même une prise en charge qui va être... Ouais, pour le FIFPL, on a été pris en charge, là, ça y est, et il faut maintenant qu'on règle celle pour le DPC. Mais FIFPL, c'est bon, donc votre formation est en partie ou complètement, je ne sais pas exactement, je crois que c'est 250 € pris en charge par journée. Donc je pense qu'elle est à moitié prise en charge par le FIFPL. Mais ce qu'on se dit surtout, c'est qu'il faudrait qu'on la rebaptise, parce que le mot hyperventilation, il fait croire aux gens que ça ne concerne que l'appareil pulmonaire, alors que vraiment c'est une prise en charge qui serait pertinente pour quiconque s'intéresse par exemple aux douloureux chroniques. Oui, un peu... En vrai, ça serait pour absolument tout le monde, quoi. Il y a une notion de connaissance de son corps qui serait de toute façon intéressante pour tout le monde, et même pour ce qui serait hyper intéressant, c'est justement d'avoir cette prise en charge
de savoir, d'être intéressé, d'être formé là-dedans pour même des patients atteints d'autres souffrances, même respiratoires. Donc pour ceux qui font beaucoup de kiné-respi, ça change. Même s'ils disent moi j'ai pas du tout de patients atteints de syndrome d'hyperventilation, c'est possible quand même qu'il y en ait de plus en plus. Et surtout, même pour soigner un patient BPCO qui ne souffrirait pas a priori vraiment d'un syndrome d'hyperventilation, il y a des clés hyper importantes. Ouais, c'est vraiment comment devenir minimaliste avec votre gestion respiratoire, que ce soit à l'effort ou quoi. Donc on a une partie théorique, mais surtout une grosse partie pratique, parce que moi j'étais un peu fatiguée de faire des formations où on apprenait beaucoup à bilanter, mais pas tellement à traiter. Là, pour le coup, c'est un syndrome où voilà, on a toute une boîte à outils immense à proposer et qui donne a priori des résultats à assez court terme. Donc c'est plutôt des prises en charge chouettes. Donc voilà, un peu de pranayama, un peu de mobilité thoracique, un peu d'hypnorelaxation, de scanner corporel. Il y a vraiment beaucoup d'approches différentes qui peuvent être combinées et c'est ça qui fait que nous, on ne s'ennuie pas à faire ça et qu'on continue à le faire avec plaisir. Donc voilà, j'espère que vous aurez eu quelques petites infos. Retenez que c'est pas grave, le syndrome d'hyperventilation, même si c'est très chiant, que vous pouvez l'appeler respiration dysfonctionnelle si syndrome d'hyperventilation ça vous parle pas, parce que souvent les gens se reconnaissent mieux comme ça, que si déjà vous respirez par le nez au quotidien, il y a de fortes chances que votre syndrome d'hyperventilation s'améliore et que pour la suite, voilà, c'est une prise en charge relativement courte, il vous faut juste trouver un professionnel informé proche de chez vous, mais ça va se trouver de plus en plus facilement, je pense. Et n'hésitez pas à continuer à échanger avec nous, à nous poser des questions sur cet épisode ou sur les autres, à nous suggérer même des thèmes. Nous, on a des idées, mais on est vraiment contents quand vous nous proposez des thèmes qui vous intéresseraient, donc avec grand plaisir. Et puis à très bientôt. À très bientôt.